J'ai honte de l'avouer. Quand ma grand-mère m'a tendu le kilt, j'ai d'abord compté les carreaux dépareillés. Ce geste, je l'ai revu 100 fois, mais jamais avec ce détail qui écorche. Sa main tremblait, et j'ai retiré la mienne. Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est le kilt ou mon silence qui pèse le plus lourd dans cette chambre vide. Elle a dit, « Tiens, Camille. C'est pour toi. » Et j'ai pris le kilt. Il était lourd. Plus lourd que je ne l'avais imaginé. Mes doigts ont trouvé la première maille, celle qui dépasse toujours. Ma grand-mère n'a jamais su faire un ourlet parfait. Elle disait que les défauts, c'est la signature de la main. C'est drôle, les choses qu'on retient. Cette maille-là, je l'ai regardée longtemps. Et je n'ai pas su, à ce moment-là, que c'était la dernière fois que je la verrais chez elle, dans cette chambre qui sentait la lavande et le vieux bois. Plus tard, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle me l'a donnée ce jour-là. Pas à ma mère. Pas à ma tante. À moi. Mais les détails, ils se brouillent. Plus j'y pense, moins je suis sûre de ce qu'elle a vraiment dit. Elle avait la voix fatiguée, ça oui. Et elle m'a pris la main, la mienne sur le kilt, la sienne par-dessus. Une main légère, avec des veines qui dessinaient des chemins. Toutes les histoires sont dedans, elle a dit. Et puis elle n'a rien ajouté. Le kilt est resté 3 ans plié dans un sac en toile sous mon lit. Je ne savais pas quoi en faire. Le suspendre, le mettre sur un lit. Il me semblait que poser un verre dessus, ou même le plier trop serré, c'était lui manquer de respect. Alors il est resté là, dans l'ombre, à attendre. Quand j'ai fini par le sortir, c'était un samedi de janvier. Je ne sais plus pourquoi ce jour-là plutôt qu'un autre. Peut-être la pluie. Peut-être une envie de voir quelque chose de vrai, de tangible, dans un monde où tout est écran. Je l'ai posé sur la table de la cuisine. Je l'ai déplié lentement. Il faut que vous compreniez une chose sur ce kilt. Il n'a rien de précieux au premier regard. Les couleurs sont passées, ce violet indigo électrique qui a déteint sur le blanc, ce tangerine presque fluorescent qui a pâli en un rose rouille. Les coutures sont irrégulières. Certaines carrées sont en coton épais, d'autres en soie légère, et on sent sous les doigts que certaines pièces ont été usées avant même d'être cousues. Ma grand-mère ne choisissait pas ses tissus. Elle prenait ce qu'elle avait. Chaque carré porte un nom. Brodé au point de tige, tout petit, dans le coin. Des noms de femmes, pour la plupart. Lucy, Marie, Fatima, Yvonne. Des noms que je ne connaissais pas. Des noms qui ne figuraient dans aucun arbre généalogique. 27 carrés. 27 noms. Et puis il y a celui-là. Le carré du milieu. Un rectangle de coton blanc, presque brut, avec un motif imprimé, des petites fleurs bleues, serrées les unes contre les autres, comme un champ vu de loin. Le nom brodé dessus, Elena. Mais la broderie est différente. Les lettres sont plus petites, plus tremblées. Comme si la main avait hésité. Ce carré-là, il n'appartient pas au même monde que les autres. Le tissu est plus vieux, au moins 30 ans de plus que les pièces autour, m'a dit plus tard une restauratrice du musée des tissus à Lyon. Et il n'a pas été teint en France. Elle a analysé les pigments, les fibres. Le coton vient d'Égypte, mais les fleurs bleues, elles viennent d'un indigo qu'on utilisait en Algérie dans les années 30. Dans les fermes, dans les ateliers de tissage domestique. Ma grand-mère est née à Oran en 1932. Elle a quitté l'Algérie en 1962. Elle n'a jamais reparlé de ce départ. Jamais. Quand j'ai commencé à poser des questions, ma mère a haussé les épaules. Tu sais comment elle est, maman. Elle ne parle pas du passé. Ma tante m'a dit, laisse, Camille. Certaines choses, on les enterre. Mon oncle, le frère de ma mère, a dit, elle a toujours eu ce truc. Le kilt. Personne n'a le droit d'y toucher. Je les ai appelés, tous. J'ai demandé qui était Elena. Silence. Connais pas? Jamais entendu ce nom. Pourquoi tu remues tout ça, Camille? Ma mère m'a dit, sur un ton que je connais bien, celui qu'elle prend pour clore une conversation. On avait une tante éloignée, peut-être. Du côté de ton arrière-grand-mère. Mais je sais plus. Astérisque ce n'est pas vrai, astérisque je l'ai su au son de sa voix. Ma mère mentait. Pas méchamment, elle mentait comme on ferme une porte. Comme on remet un livre à sa place sur l'étagère. Elle mentait parce qu'elle avait été élevée à ne pas poser de questions sur ce qui fait mal. Alors j'ai fait ce que les gens font quand ils n'ont pas les mots. J'ai cherché la dernière personne qui savait. Ma grand-mère avait 93 ans à ce moment-là. Elle était dans une maison de retraite à Sainte-Foy-les-Lyons. Elle ne parlait plus beaucoup, des phrases courtes, des silences longs, mais elle reconnaissait mon visage, et parfois elle disait mon prénom. Camille. Comme un point-virgule. Sur le chemin de Sainte-Foy-les-Lyons, je me demandais si le kilt ne contenait pas aussi les mensonges que ma mère avait tissés. Je suis allée la voir. J'ai apporté le kilt. Je n'ai pas prévenu ma mère. Je l'ai étalé sur ses genoux, dans la lumière de la fenêtre, cette lumière blanche des après-midi d'hiver qui semble tout ralentir. J'ai montré le carré du milieu. Mamie, c'est qui, Elena? Elle a regardé le carré longtemps.
Ses doigts ont touché les petites fleurs bleues, un geste que j'avais vu 100 fois, le geste qu'elle faisait en cousant, comme si elle caressait le tissu avant de passer l'aiguille. Elle a dit, c'est ma mère. Ma mère à elle. Mon arrière-grand-mère. Celle que personne n'avait jamais nommée, jamais mentionnée. Celle qui n'existait pas, dans les histoires qu'on racontait. Elle est restée là-bas, a dit ma grand-mère. Et sa voix était claire. Claire comme je ne l'avais pas entendue depuis des années. Elle est morte en 61. L'année d'avant. J'ai pas eu le temps de revenir. Le bateau, les papiers, tout allait trop vite. On m'a dit que la tombe avait été déplacée, que plus rien n'existait, que c'était mieux comme ça. Elle s'est arrêtée. Je lui ai pris un morceau de sa robe. Avez-vous déjà gardé un morceau de vêtement d'un proche disparu, comme ce bout de robe, et que ressentiez-vous en le touchant? Avant de partir. La robe qu'elle portait le jour de son mariage. Je l'avais gardée dans une valise. Personne n'a jamais su. Le carré du milieu, avec ses petites fleurs bleues, c'était un morceau de la robe de mariée d'Elena. La femme qui était restée en Algérie. Dans une tombe peut-être déplacée, peut-être perdue. Et ma grand-mère avait emporté ce morceau de tissu comme on emporte un nom qu'on n'a pas le droit de prononcer. Il y a un mot pour ça, je crois, le deuil interdit. Le vrai problème ici, c'est que ma grand-mère n'avait jamais eu l'occasion de dire ce nom. Elle a, pas une seule fois en 60 ans. Sa propre mère. Et personne ne lui avait demandé. Tout le monde savait, ma mère savait, ma tante savait, mon oncle savait, mais personne n'avait jamais ouvert cette porte. Parce que c'était trop douloureux, parce que c'était fini, parce que c'était l'Algérie, parce que c'était le silence qu'on avait choisi. Le kilt, pour eux, c'était juste un vieux bout de tissu. Pour elle, c'était la seule preuve que sa mère avait existé. Je n'ai pas pleuré, sur le moment. J'ai pris sa main, la sienne, et je l'ai posée sur le carré bleu. On est resté comme ça un long moment. La lumière changeait, le gris de lion, puis un peu d'or, puis le gris encore. Et elle a dit, très doucement, tu le gardes, hein, Camille? Tu le gardes pour après. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire par « après ». Je crois que je savais. Ma grand-mère est morte 3 mois plus tard. Un matin de printemps, dans son sommeil. Les infirmières ont dit qu'elle n'avait pas souffert. C'est ce qu'on dit toujours. L'enterrement a eu lieu à la nécropole de la Guillotière. Ma mère a pleuré sans bruit. Ma tante a parlé de la lumière dans ses yeux. Mon oncle a dit qu'elle était une femme forte. Tous les mots qu'on dit. Tous les mots vrais mais trop grands, trop lisses. Moi, je n'ai rien dit. Je tenais le kilt dans mes bras, plié contre ma poitrine, et je pensais au carré bleu. À Elena. À la robe de mariée coupée en secret. À la valise sous le lit. À tout ce qui n'avait jamais été dit. Voilà une question que je me pose encore. Pourquoi elle m'a choisi, moi? Pourquoi pas ma mère, sa fille, qui aurait dû recevoir ce kilt? Je me suis dit que peut-être que ma mère n'aurait pas su quoi en faire. Que le kilt lui aurait rappelé un silence qu'elle avait passé sa vie à entretenir. Tandis que moi, j'étais en dehors de tout ça. Je n'avais pas hérité du silence. Je n'avais hérité que du kilt. Alors j'ai décidé de ne pas le garder sous mon lit. J'ai commencé par chercher Elena. Le vrai nom complet, Elena Mourad, née en 1907 à Mostaganem, morte en 1961 près d'Oran. J'ai trouvé sa trace dans les archives départementales d'Alger, numérisées. Fichier matricule, recensement, une mention sur un acte de décès, décédé le 24 novembre 1961 à Bousfer. À côté, une annotation manuscrite. Sépulture inconnue. Ma grand-mère avait raison. La tombe était perdue. Mais le carré de tissu, lui, était là. Et c'était tout ce qui restait. Pendant 2 ans, j'ai travaillé avec une conservatrice du musée des tissus de Lyon. Elle s'appelait Claire. Une femme d'une 50aine d'années, avec des mains précises et un regard qui ne s'arrêtait jamais vraiment, elle voyait les détails que personne ne voyait. Elle m'a dit, un jour on examinait le kilt sous une lumière spéciale. Vous savez, les kilts comme ça, on n'en voit pas au musée. C'est de l'art domestique. Les musées montrent les tissus des riches, les soieries de Lyon, les broderies de cour. Mais ça, les femmes qui cousaient la nuit après avoir travaillé toute la journée, ça n'entre pas dans les collections. Elle avait un ton qui disait que c'était une injustice. Pas une injustice dramatique, mais une injustice lente, silencieuse, celle qui fait que des milliers de vies disparaissent simplement parce que personne n'a pensé à les garder. Mais ce que Claire ne savait pas, c'est que ce qu'il contenait l'histoire que personne n'avait jamais osé raconter. Claire a eu une idée, monter une exposition. Pas une grande exposition, juste une vitrine dans le hall du musée, avec une dizaine de pièces textiles anonymes, dont le kilt de ma grand-mère. Avec un cartel qui raconterait l'histoire du carré bleu, et les 27 noms brodés. Un hommage aux femmes qui n'avaient jamais eu de musée. J'ai dit oui tout de suite. La difficulté, c'était ma famille. Ma mère, surtout. Quand je lui ai annoncé que le kilt allait être exposé, elle a eu un mouvement de recul. Pas un mot. Juste un léger recul du buste, comme si je l'avais poussé. Elle a dit, « Tu es sûre ? C'est personnel, Camille. Très personnel.
Je lui ai demandé ce qui la gênait. Elle n'a pas su répondre. Je ne sais pas. Ça me fait quelque chose. Après un silence, elle a ajouté, elle ne l'aurait peut-être pas voulu. J'ai pensé au visage de ma grand-mère quand elle m'avait donné le kilt. À sa voix quand elle avait prononcé le mot « Elena ». Et j'ai pensé que oui, elle l'aurait voulu. Pas pour la gloire. Pensez-vous que Camille a bien fait de décider d'honorer la volonté d'Elena, même sans savoir exactement ce qu'elle attendait d'elle? Pas pour que les gens regardent, mais pour que le nom de sa mère existe ailleurs que dans un carré de tissu oublié. Maman, je crois que c'est exactement ce qu'elle aurait voulu. Ma mère n'a pas insisté. Elle m'a regardée avec cette expression qu'elle a parfois, celle qui semble peser les mots qu'elle ne dit pas. Et elle a haussé les épaules, d'un geste qui n'était pas de résignation, plutôt d'acceptation fatiguée. L'exposition s'est ouverte un 14 mars. Il faisait un temps de lion, de la pluie, un ciel bas, cette lumière qui rend les pierres dorées presque grises. Le hall du musée sentait le bois ancien et la cire. Juste à droite de l'entrée, dans une vitrine éclairée par une lumière douce, le kilt était étalé. On avait mis un cartel important à côté, avec le texte que j'avais écrit, les 27 noms, l'histoire d'Elena, l'histoire du morceau de robe de mariée. Le mot « art » n'apparaissait nulle part. Mais le mot « mémoire » apparaissait 2 fois. Personne de ma famille n'est venu. Ma mère avait un rendez-vous. Ma tante était fatiguée. Mon oncle n'a pas répondu. Je les ai appelés la veille, j'ai expliqué, j'ai insisté un peu, puis j'ai compris que ce n'était pas leur histoire. Pas encore. Alors je suis restée seule devant la vitrine, une bonne partie de la matinée. Les gens passaient. La plupart jetaient un coup d'œil en marchant, un kilt dans un musée, ça attire moins qu'une toile de maître. Mais certains s'arrêtaient. Un couple d'une 60aine d'années, la femme a touché la vitrine du bout des doigts. Une jeune fille s'est penchée, a lu le cartel, a sorti son téléphone pour prendre une photo du carré bleu. Un monsieur âgé, avec une canne, est resté 2 minutes sans bouger, les yeux fixés sur les noms brodés. Je n'ai pas su ce qu'ils voyaient. Peut-être leur propre histoire. Peut-être une grand-mère à eux, un morceau de tissu à eux, un pays qu'ils avaient quitté. Peut-être juste la beauté d'un objet fait à la main, avec des défauts, avec des silences. À la fin de la journée, Claire est venue me rejoindre. On s'est assise sur un banc dans le hall, presque vide à cette heure. Elle a dit, « Tu sais ce que ta grand-mère faisait en cousant ce kilt ? Elle fabriquait un lieu. Un endroit où toutes ces femmes pouvaient exister ensemble. Le seul endroit où elles étaient réunies. » J'ai pensé à la chambre de la rue des Augustins. À la main de ma grand-mère sur la mienne. À Elena, qui n'avait plus de tombe mais qui avait un carré de tissu. Ce qui me frappe, rétrospectivement, c'est que ma grand-mère n'a jamais considéré ce kilt comme une œuvre d'art. Pour elle, c'était un objet utilitaire. Un couvre-lit. Un truc pour se réchauffer l'hiver. Et pourtant, elle y avait cousu le nom de sa mère, le tissu de sa robe de mariée, l'objet le plus sacré de sa vie, au milieu d'un kilt fait de chute. Elle ne l'a jamais dit à personne. Elle aurait pu l'encadrer, le mettre sous verre, le cacher. Mais non. Elle l'a utilisé. Elle l'a mis sur son lit. Pendant 60 ans, elle a dormi sous le visage de sa mère, sous ce morceau de tissu qui était tout ce qui lui restait, et elle n'a rien dit. Le kilt est resté exposé 3 semaines. Le dernier jour, une dame est venue me voir. Elle s'appelait Samira, elle avait à peu près 70 ans, et elle m'a dit, « Je viens de Mostaganem. Je suis partie en 62, j'avais 8 ans. Ma mère avait une robe avec des petites fleurs bleues, exactement le même motif. C'était la robe qu'elle portait le jour de son mariage. » Elle a pleuré un peu. Moi aussi. C'est pour ça, je crois, qu'on fait ce qu'on fait avec les objets qu'on nous laisse. Pas pour les garder. Pas pour les exposer. Mais pour que quelqu'un, quelque part, reconnaisse le motif. Ce soir-là, j'ai plié le kilt une dernière fois. Il est rentré chez moi. Il est sur mon lit, maintenant. Tous les soirs, je touche le carré bleu et je prononce le nom d'Elena. Pas devant qui que ce soit. Juste moi, dans le silence. Je ne sais pas si ma grand-mère aurait aimé que tout cela devienne public. Je ne saurai jamais. Mais je sais une chose, quand j'aurai une fille, si j'ai une fille, je lui donnerai le kilt. Et je lui apprendrai le nom de chaque femme brodée sur ce carré. Pas pour qu'elle sache. Pour qu'elle n'oublie pas. Parce que les histoires, elles ne tiennent que si on les passe. À propos de la question que je vous ai posée plus tôt. Pourquoi ma grand-mère m'a-t-elle choisi, moi? J'y repense souvent, surtout le soir quand je vois ce carré bleu. Peut-être qu'elle sentait que je chercherais. Peut-être qu'elle avait besoin que quelqu'un, enfin, demande le nom. Peut-être qu'elle avait attendu 60 ans que quelqu'un pose la bonne question. C'est une drôle de responsabilité, d'être celui ou celle qui pose la question. On croit que c'est facile, mais pas toujours. Parfois, la question, on l'a sur les lèvres pendant des années avant d'oser la poser. Et quand on la pose, tout peut changer. Ou rien. Mais au moins, le nom est dit. Ma question pour vous, ce soir,
Il y a un objet chez vous qui porte une histoire que personne n'a jamais demandé? Un truc dans un placard, un morceau de tissu, une boîte, un tiroir et vous savez qu'il y a quelque chose derrière, mais personne n'a jamais posé la question. Si oui, je serais curieuse de savoir ce que c'est. Et si un jour vous posez la question, dites-moi ce qui se passe. Parfois, il suffit d'un nom pour que tout s'éclaire. Le carré bleu au centre du kilt. Est-ce que vous auriez posé la question, vous aussi? Si cette histoire vous a donné envie de connaître le nom d'un objet oublié, le like est là pour ça. Si vous êtes du genre à écouter les silences des vieux tissus, cette chaîne est votre refuge.